nécessairement faux, ce qu'on ne comprend pas. Chez Trax Mobilité, nous croyons que tout le monde peut sortir jouer dehors. Nous fabriquons les meilleurs fauteuils roulants manuels pour l'extérieur. 3 roues surdimensionnées et un cadre ultra léger et solide permettent aux gens atteints de handicap de prendre l'air facilement. Trax Mobilité, sortez des sentiers battus. Choix 98.1 Radio X. Gandhi a déjà dit, c'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 miles from the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. 18h03, bon vendredi, pas chaud pour la pompe à l'eau à la grandeur du Québec, au vent, c'est une température ressentie entre moins 23 degrés et moins 26 degrés. Christian, est-ce que t'as mis tes bas de laine pour l'émission? Absolument. Est-ce que t'as mis tes pétoufles? Oui, écoute, il fait pas chaud. Je te dirais que je suis quand même fait fort là, pour ce qui est du froid, là, puis je t'allais mettre de l'essence tantôt. J'ai mis 15$, c'était bien en masse. Je vais réussir à me rendre chez nous par la suite. Puis lundi, tiens, je penserai à remettre de l'essence, mais à cette température-là, on reste dans nos voitures, comme disait Denis, ou encore on reste à la maison. Oui, absolument. D'ailleurs, belle présentation c'est de la façon dont on présente ça. Je me sens toujours honoré quand j'entends des gens évoquer de manière dithyrambique, un peu comme ça, la façon dont ils perçoivent les émissions de radio. Donc, je trouve ça toujours très agréable. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir eu de si bons commentaires à l'endroit des Radio X-Files. Oui, puis c'est pas la première fois que ça arrive, mon cher Christian. Il en parle souvent. Tu fais beaucoup jaser. Et je peux te dire que hier, sur la page Facebook de Gravel dans le retour, il y a des auditeurs de Radio X-Files qui étaient pas du tout contents parce qu'on parlait du fameux documentaire de cette dame qui était dans l'ascenseur et qui aurait disparu d'une façon bizarroïde. Et je peux te dire que les auditeurs étaient là pour dire que Christian en avait parlé, puis c'était pas vrai, cette histoire-là. C'est ça, l'affaire de Elisa Lam. Oui. Donc, c'est ça. Non, effectivement, j'ai eu écho de ça, parce que, bon, bien sûr, je reçois les courriers qui sont envoyés, les commentaires, puis c'est ça. Donc, je suis allé voir, et effectivement... mais bon, moi, j'ai donné simplement mon opinion là-dessus. J'ai présenté des documents qui étaient des documents policiers, des documents des enquêtes. D'ailleurs, si tu me permets, puisqu'on en parle, c'est drôle, parce que quand on a parlé de ça, il y a des gens qui m'ont écrit... pas toujours des commentaires très très bons, là. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ont parfois la difficulté à comprendre comment fonctionnent les médicaments. Moi, j'ai reçu, au lendemain de l'émission, il y a plein de gens qui m'ont écrit en me disant « Ouais, ben moi aussi, j'en ai pris du Wellbutrin, puis je me suis pas mis à faire une crise psychotique, tu sais. » Sauf que il faut bien comprendre que la façon dont un médicament fonctionne, il fonctionne en fonction de plusieurs éléments. D'abord, il y a le dosage. Hein? Donc, je sais pas, moi, la madame qui m'écrit, puis elle m'insulte parce qu'elle elle avait des problèmes de dépression, puis elle a pris du Wellbutrin, puis elle a pas fait une crise psychotique. Ben, tu sais, je sais pas quelle était la dose qu'elle prenait du médicament. Tu comprends? C'est comme de la bière, ça. T'en prends une ou t'en prends 10, l'effet n'est pas le même. C'est bon. Donc, il faut d'abord considérer le dosage. Également, en pharmacologie, on calcule le cocktail pharmacologique. Donc, dans le cas d'Elisa Lam, elle prenait 4 ou 5 médicaments différents. Donc, c'est la combinaison de ces médicaments-là qui vont agir sur son état. Donc, si vous m'écrivez, ou les gens qui m'ont écrit en me disant « Moi, j'en ai pris du Wellbutrin. » Oui, mais... Elle en prenait 4 autres médicaments liés avec ça. Donc, si tu ne prends qu'un seul médicament, tu sais, c'est un peu comme tu dis, j'ai pris de la bière, j'ai pas halluciné. Non, mais si tu prends de la bière, du pot, de la cocaïne, puis de l'héroïne, là, ça se peut que tu mettes à fantasmer. Tu sais, tu comprends? Donc, les gens, on dirait qu'il y a un peu de difficulté à comprendre qu'il y a une espèce de cocktail ici, là, qui doit être considéré. Et troisième élément, il faut aussi considérer la pathologie du patient.
Donc, si quelqu'un m'écrit, puis il y en a des gens qui m'ont écrit, écoute, ils m'insultaient, moi j'avais des problèmes d'humeur, puis j'ai pris tel médicament, puis je suis pas devenu fou. Un problème d'humeur. Mais dans le cas de Elisa Lam, elle avait des crises psychotiques, elle avait des troubles de dépression, elle avait une bipolarité, puis elle avait des états des états de dépression. Donc, ce sont plusieurs éléments. On doit considérer l'ensemble des pathologies, l'ensemble du cocktail pharmacologique, et bien sûr le dosage de ces médicaments-là, les uns par rapport aux autres, pour connaître quels sont les effets bénéfiques et quels sont également les effets qui peuvent être un peu créer des états un peu d'égarement, comme on le voit dans la vidéo. Donc, je dis, j'ai accepté. Bon, les gens m'ont écrit, m'ont dit ça. Je dis, bon, OK, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop compris comment fonctionne la pharmacologie. Mais bon, c'est correct. Mais il faut bien comprendre que tu ne peux pas comparer ton cas à toi, Yannick, tu sais, qui dit, moi, je prends tel médicament. Puis ça me fait tel effet, mais si une autre personne prend le même médicament, mais qui n'a pas les mêmes pathologies, ou qui prend ça mélangé avec d'autres médicaments, il faut pas prendre du Advil puis de l'aspirine. Parce que si tu combines des médicaments entre eux, il va y avoir des effets qui vont être ou soit nocifs ou bien... Chez Trax Mobilité, nous croyons que tout le monde peut sortir jouer dehors. Nous fabriquons les meilleurs fauteuils roulants manuels pour l'extérieur. 3 roues surdimensionnées et un cadre ultra léger et solide permettent aux gens atteints de handicap de prendre l'air facilement. Trax Mobilité, sortez des sentiers battus. Choix 98.1 Radio X. Gandhi a déjà dit, c'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 18h03, bon vendredi, pas chaud pour la pompe à l'eau à la grandeur du Québec, au vent, c'est une température ressentie entre moins 23 degrés et moins 26 degrés. Christian, est-ce que t'as mis tes bas de laine pour l'émission? Absolument. Est-ce que t'as mis tes pétoufles? Oui, écoute, il fait pas chaud. Je te dirais que je suis quand même fait fort là, pour ce qui est du froid, là, puis je t'allais mettre de l'essence tantôt. J'ai mis 15$, c'était bien en masse. Je vais réussir à me rendre chez nous par la suite. Puis lundi, je penserai à remettre de l'essence, mais à cette température-là, on reste dans nos voitures, comme disait Denis, ou encore on reste à la maison. Oui, absolument. D'ailleurs, belle présentation c'est de la façon dont on présente ça. Je me sens toujours honoré quand j'entends des gens... évoquer de manière dithyrambique, un peu comme ça, la façon dont ils perçoivent les émissions de radio. Donc, je trouve ça toujours très agréable. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir eu de si bons commentaires à l'endroit des Radio X-Files. Oui, puis c'est pas la première fois que ça arrive, mon cher Christian. Il en parle souvent. Tu fais beaucoup jaser. Et je peux te dire que hier, sur la page Facebook de Gravel dans le retour, il y a des auditeurs de Radio X-Files qui étaient pas du tout contents parce qu'on parlait du fameux documentaire de cette dame qui était dans l'ascenseur et qui aurait disparu d'une façon bizarroïde. Et je peux te dire que les auditeurs étaient là pour dire que Christian en avait parlé, puis c'était pas vrai, cette histoire-là. C'est ça, l'affaire de Elisa Lam. Oui. Donc, c'est ça. Non, effectivement, j'ai eu écho de ça, parce que, bon, bien sûr, je reçois les courriers qui sont envoyés, les commentaires, puis c'est ça. Donc, je suis allé voir, et effectivement... mais bon, moi, j'ai donné simplement mon opinion là-dessus. J'ai présenté des documents qui étaient des documents policiers, des documents des enquêtes. D'ailleurs, si tu me permets, puisqu'on en parle, c'est drôle, parce que quand on a parlé de ça, il y a des gens qui m'ont écrit... pas toujours des commentaires très très bons, là. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ont parfois de la difficulté à comprendre comment fonctionnent les médicaments. Moi, j'ai reçu au lendemain de l'émission, il y a plein de gens qui m'ont écrit en me disant moi aussi j'en ai pris du Wellbutrin, puis je me suis pas mis à faire une crise psychotique, tu sais.
Sauf que il faut bien comprendre que la façon dont un médicament fonctionne, il fonctionne en fonction de plusieurs éléments. D'abord, il y a le dosage. Donc, je sais pas, moi, la madame qui m'écrit, puis elle m'insulte parce qu'elle elle avait des problèmes de dépression, puis elle a pris du Wellbutrin, puis elle a pas fait une crise psychotique. Ben, tu sais, je sais pas quelle était la dose qu'elle prenait du médicament. Tu comprends? C'est comme de la bière, ça. T'en prends une ou t'en prends 10, l'effet n'est pas le même. C'est bon. Donc, il faut d'abord considérer le dosage. Également, en pharmacologie, on calcule le cocktail pharmacologique. Donc, dans le cas d'Elisa elle prenait 4 ou 5 médicaments différents. Donc, c'est la combinaison de ces médicaments-là qui vont agir sur son état. Donc, si vous m'écrivez, ou les gens qui m'ont écrit en me disant, moi, j'en ai pris du Wellbutrin, oui, mais elle en prenait 4 autres médicaments liés avec ça. Donc, si tu ne prends qu'un seul médicament, tu sais, c'est un peu comme tu dis, j'ai pris de la bière, j'ai pas halluciné. Non, mais si tu prends de la bière, du pot, de la cocaïne, puis de l'héroïne, là, ça se peut que tu mettes à fantasmer. Tu comprends? Donc, les gens, on dirait qu'il y a un peu de difficulté à comprendre qu'il y a une espèce de cocktail ici, là, qui doit être reconsidéré. Et troisième élément, il faut aussi considérer la pathologie du patient. Donc, si quelqu'un m'écrit, puis il y en a des gens qui m'ont écrit, écoute, ils m'insultaient, moi j'avais des problèmes d'humeur, puis j'ai pris tel médicament, puis je suis pas devenu fou. Un problème d'humeur. Mais dans le cas de Elisa Lam, elle avait des crises psychotiques, elle avait des troubles de dépression, elle avait une bipolarité, puis elle avait des états des états de dépression. Donc, ce sont plusieurs éléments. On doit considérer l'ensemble des pathologies, l'ensemble du cocktail pharmacologique, et bien sûr le dosage de ces médicaments-là, les uns par rapport aux autres, pour connaître quels sont les effets bénéfiques et quels sont également les effets qui peuvent être un peu créer des états un peu d'égarement, comme on le voit dans la vidéo. Donc, je dis, j'ai accepté. Bon, les gens m'ont écrit, m'ont dit ça. Je dis, bon, OK, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop compris comment fonctionne la pharmacologie. Mais bon, c'est correct. Mais il faut bien comprendre que tu ne peux pas comparer ton cas à toi, Yannick, tu sais, qui dit, moi, je prends tel médicament. Puis ça me fait tel effet, mais si une autre personne prend le même médicament, mais qui n'a pas les mêmes pathologies, ou qui prend ça mélangé avec d'autres médicaments, il faut pas prendre du Advil puis de l'aspirine. Bon, parce que si tu combines des médicaments entre eux, il va y avoir des effets qui vont être ou soit nocifs ou bien bénéfiques, mais isoler un seul médicament puis essayer de comparer son cas personnel à celui d'Elisa Lam, là, on était complètement dans le champ. Écoute, ils ont inventé une profession, là, ça s'appelle la psychiatrie. Lui, il peut doser. Là. Ça a l'air, c'est ça. Donc, je pense que les psychiatres ou les gens, puis il y a une dame, entre autres, j'ai dit, faut éviter de jouer les pharmaciens de salon. Exact. La dame a été insultée. Vous dites que j'ai un pharmacien de salon. Là, écoute, j'avais droit à un paquet d'insultes. Mais ça s'applique également à moi, là. Tu comprends, quand je dis un pharmacien de salon, moi aussi, je suis pareil, là. Je ne connais pas les effets des médicaments, mais j'avais les rapports d'autopsie en main, les rapports policiers et les avis des experts. Donc, tu comprends, je me suis essentiellement basé sur ces éléments-là. Et quand les médecins parlent justement du cocktail pharmacologique dont prenait Elisa Lam, ces états pathologiques qui ne sont pas simplement une simple dépression ou des problèmes d'humeur, mais des crises psychotiques liées à des troubles de bipolarité, là, on est vraiment dans autre chose. Bon, bref, je me suis dit, visiblement, certains n'ont pas compris le message, mais bon. Mais effectivement, j'ai vu cette semaine passer ces commentaires parce que il y a eu c'était cette semaine que la première était présentée sur le réseau Netflix, là, des disparus du Cecil Hotel, dont une partie était consacrée à la disparition d'Elisa Lam. Mm-hmm. Pour être honnête avec toi, Yannick, je n'ai pas encore regardé cette émission-là. Je l'ai vue affichée sur Netflix, mais je ne l'ai pas encore regardée. Je vais la regarder, mais uniquement la bande-annonce qu'on avait fait entendre montrait un peu un traitement un peu spectaculaire et sensationnel de cette histoire-là. Alors que quand on connaît bien le dossier, quand on connaît bien les états pathologiques de Elisa Lam, quand on comprend bien ce qui s'est produit, le fait qu'on ait trouvé les médicaments quasi intacts dans sa chambre, avec des prescriptions qui dataient de 2 ou 3 semaines et qui montrent bien qu'Elisa Lam avait mis fin à ses traitements, on peut mieux comprendre les états un peu psychotiques qui ont pu être déclenchés. D'ailleurs, c'est amusant parce que des gens m'écrivaient en me disant moi, j'en ai pas eu d'hallucination. C'est vrai. Mais je n'ai jamais dit qu'Elisa Lam avait des hallucinations et la vidéo ne nous montre pas si elle avait des hallucinations. Tu comprends-tu? Ce que l'on voit dans la vidéo, on voit une femme qui a un comportement étrange. Elle bouge les mains, elle fait, comme on dit, des sparages devant l'ascenseur,
Mais rien nous dit qu'elle voit des choses qui n'existent pas, ni non plus qu'elle entend des choses qui ne sont pas là. On n'a rien qu'une femme qui a un comportement anormal. Mais personne ne peut prétendre qu'elle avait des hallucinations à ce moment-là. Elle a un comportement anormal. Et puis, éventuellement, on va retrouver son corps dans un réservoir d'eau sur le toit du Cecil Hotel. C'est tout, mais moi, je n'ai jamais dit qu'elle avait des hallucinations, puis personne ne peut prétendre non plus qu'elle avait des hallucinations. On le sait pas. On voit rien qu'une femme qui a un comportement anormal, mais qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle entend à ce moment-là? Puis je veux dire, peut-être qu'elle se fait une fête dans sa tête, elle là, tu sais, qui a rien à voir avec les hallucinations. Là, elle est peut-être en train de se fredonner un air de Céline Dion. On le sait pas. On le sait pas. On voit rien qu'une femme qui a des comportements bizarres, qui rentre dans l'ascenseur, sort. Voilà, est-ce qu'elle hallucine? On le sait pas. On peut pas prétendre ça. Donc, je n'ai jamais dit non plus qu'Elisa Lam avait des hallucinations. Je dis qu'elle a eu visiblement elle avait un passé de crise psychotique et là, visiblement, elle était dans un état limite. Et c'est ce qu'on voit sur les images. L'idée derrière, puis c'est ce que je vous propose ce soir, puisque moi, je vais faire ça, je ferai pas la deuxième étape, mais la première, c'est que je vais regarder ça ce soir parce que j'ai la chance d'être seul ce soir, pas d'enfant. En anglais, c'est Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. En français, c'est Scène de crime, la disparue du Cecil Hotel. Vous l'écoutez comme un divertissement et après ça, je vous propose d'aller sur la page Facebook de Radio X-Files où Christian parle du dossier complet de l'affaire du Cecil Hotel. Ce soir, D'ailleurs, je voulais préciser à propos du Cecil Hotel, les gens font un énorme tapage autour du Cecil Hotel. Mais on en avait parlé il y a 2 semaines, 3 semaines, quand on avait évoqué cette histoire-là. Il faut savoir que le Cecil Hotel, c'est un trou, là. Oui. Ils n'ont pas peur des mots, là. C'est un trou, là. Le Cecil Hotel, c'est un hôtel qui a été très guindé, là, dans les années 20, les années 30, et peu à peu, il est devenu vétus. Et aujourd'hui, c'est un espèce de repère un peu des junkies, des gens un peu de la basse société. On loue des chambres d'hôtel. Moi, j'y suis allé parce que il y avait une réputation au Cecil Hotel. J'ai tourné une entrevue, d'ailleurs, dans le Cecil Hotel. D'ailleurs, quand j'avais dit à mon invité qu'on tournait au Cecil Hotel, il m'a dit, oh my God, le Cecil Hotel. Tu sais, je veux dire, on voit qu'il y a une réputation. Mais aujourd'hui, tu déambules dans le Cecil Hotel, c'est un ramassis de junkies, de gens de tout acabit. Alors, éventuellement, quand on dit le Cecil Hotel, il y a une mauvaise réputation, il y a des crimes, il y a des... oui, tu veux dire, le Cecil Hotel, tu sais, c'est un peu comme la malédiction du Cecil Hotel. Rappelle-toi, dans les années 70, dans le bout de Boucherville, le fleuve Saint-Laurent a été un endroit où on a trouvé beaucoup de cadavres qui ont été assassinés par les Hells Angels. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. Est-ce que c'est la malédiction du fleuve Saint-Laurent parce qu'une bande criminelle se débarrassait des corps dans le fleuve Saint-Laurent? Non, tu sais, Cecil Hotel, c'est un peu la même chose, c'est un trou, tu sais, donc c'est évident que tu as des gens de toutes sortes de toute provenance, de toutes sortes de comportements un peu étranges. Donc, c'est éventuellement qu'il y a des activités criminelles, des gens vont se faire poignarder, d'autres assassiner, d'autres vont sauter en bas de l'édifice. Écoute, le Cecil Hotel, c'est pas le Ritz-Carlton. Donc, il faut retenir ça un peu. Fait que la malédiction du Cecil Hotel, c'est la malédiction de ne pas avoir eu assez d'argent pour le retaper quand c'était le temps de le retaper. Puis aujourd'hui, il est complètement vétuste. All right. Ce soir, on a tout un sujet pour l'émission, le Marie-Céleste et les bateaux fantômes. Oui, donc j'ai décidé cette semaine de nous renvoyer un peu à ce que moi, je préfère le plus dans le grand dossier des mystères, c'est-à-dire les mystères historiques. On en a souvent parlé ensemble. Les mystères historiques, je trouve qu'ils ont une valeur, un plus-value, si je puis dire, par rapport à bien d'autres mystères, parce que à la base, les événements, on sait qu'il y a des événements bien réels. Par exemple, qui était Jack l'Éventreur? Je l'ignore qui était Jack l'Éventreur, mais une chose est certaine. Dans le East London, en 1888, des femmes ont été assassinées par un tueur en série non identifié. Donc, on a une énigme historique, l'identité de l'assassin, mais les faits sont indéniables. Dans l'affaire Dyatlov, qu'on a souvent évoquée à l'émission, donc, on a dans cette soirée du 1er au 2 février 1959, 9 randonneurs sont morts sur le mont Olachal dans l'Oural. Maintenant, pourquoi sont-ils morts? Évidemment, récemment, une étude montre qu'un bloc de neige aurait pu se détacher et ensevelir l'attente. C'est bien possible. Donc, c'est une ouverture à la discussion, aux échanges,
aux hypothèses, mais les faits de base sont bien réels. Et donc aujourd'hui, je t'amène dans les histoires de bateaux fantômes, et le plus célèbre des bateaux fantômes, c'est le Mary Celeste. Donc c'est un navire qui a été retrouvé à la fin du 19e siècle, abandonné au large des Açores, et aujourd'hui, l'énigme du fait que l'équipage l'ait déserté, cette histoire-là, elle est rapportée à peu près dans tous les ouvrages qui nous parlent des grandes énigmes historiques. Donc, j'ai décidé de revenir un peu sur cette énigme, en faire un peu différent. Donc, revenir sur l'énigme du Marie-Céleste, voir quelles sont les hypothèses qui nous ont été proposées pour expliquer l'affaire du Marie-Céleste, comme d'autres ont proposé des explications pour la mort des gens Dyatlov ou proposé des identités pour Jack l'Éventreur. Donc là, on va regarder ensemble ce qui a pu se produire à bord. Chez Trax Mobilité, nous croyons que tout le monde peut sortir jouer dehors. Nous fabriquons les meilleurs fauteuils roulants manuels pour l'extérieur. 3 roues surdimensionnées et un cadre ultra léger et solide permettent aux gens atteints de handicap de prendre l'air facilement. Trax Mobilité, sortez des sentiers battus. Choix 98.1 Radio X. Gandhi a déjà dit, c'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 18h03, bon vendredi, pas chaud pour la pompe à l'eau à la grandeur du Québec, au vent, c'est une température ressentie entre moins 23 degrés et moins 26 degrés. Christian, est-ce que t'as mis tes bas de laine pour l'émission? Absolument. Est-ce que t'as mis tes pétoufles? Oui, écoute, il fait pas chaud. Je dirais que je suis quand même fait fort là, pour ce qui est du froid, là, puis je suis allé mettre de l'essence tantôt. J'ai mis 15$, c'était bien en masse. Je vais réussir à me rendre chez nous par la suite. Puis lundi, je penserai à remettre de l'essence, mais à cette température-là, on reste dans nos voitures, comme disait Denis, ou encore on reste à la maison. Oui, absolument. D'ailleurs, belle présentation c'est de la façon dont on présente ça. Je me sens toujours honoré quand j'entends des gens évoquer de manière dithyrambique, un peu comme ça, la façon dont ils perçoivent les émissions de radio. Donc, je trouve ça toujours très agréable. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir eu de si bons commentaires à l'endroit des Radio X-Files. Oui, puis c'est pas la première fois que ça arrive, mon cher Christian. Il en parle souvent. Tu fais beaucoup jaser. Et je peux te dire que hier, sur la page Facebook de Gravel dans le retour, il y a des auditeurs de Radio X-Files qui étaient pas du tout contents parce qu'on parlait du fameux documentaire de cette dame qui était dans l'ascenseur et qui aurait disparu d'une façon bizarroïde. Et je peux te dire que les auditeurs étaient là pour dire que Christian en avait parlé, puis c'était pas vrai, cette histoire-là. C'est ça, l'affaire de Elisa Lam. Oui. Donc, c'est ça. Non, effectivement, j'ai eu écho de ça, parce que, bon, bien sûr, je reçois les courriers qui sont envoyés, les commentaires, puis c'est ça. Donc, je suis allé voir, et effectivement... mais bon, moi, j'ai donné simplement mon opinion là-dessus. J'ai présenté des documents qui étaient des documents policiers, des documents des enquêtes. D'ailleurs, si tu me permets, puisqu'on en parle, c'est drôle, parce que quand on a parlé de ça, il y a des gens qui m'ont écrit... pas toujours des commentaires très très bons, là. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les... Chez Trax Mobilité, nous croyons que tout le monde peut sortir jouer dehors. Nous fabriquons les meilleurs fauteuils roulants manuels pour l'extérieur. 3 roues surdimensionnées et un cadre ultra léger et solide permettent aux gens atteints de handicap de prendre l'air facilement. Trax Mobilité, sortez des sentiers battus. Choix 98.1 Radio X. Gandhi a déjà dit, c'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas.
5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. 18h03. Bon vendredi. Pas chaud pour la pompe à l'eau à la grandeur du Québec. Au vent, c'est une température ressentie entre moins 23 degrés et moins 26 degrés. Christian, est-ce que tu as mis tes bas de laine pour l'émission? Absolument. Est-ce que tu as mis tes pétoufles? Oui, écoute, il fait pas chaud. Je te dirais que je suis quand même fait fort là, pour ce qui est du froid. Là, puis je suis allé mettre de l'essence tantôt. J'ai mis 15$. C'était bien en masse. Je vais réussir à me rendre chez nous par la suite. Puis lundi, tiens, je penserai à remettre de l'essence. Mais à cette température-là, on reste dans nos voitures, comme disait Denis, ou encore on reste à la maison. Oui, absolument. D'ailleurs, belle présentation c'est de la façon dont on présente ça. Je me sens toujours honoré quand j'entends des gens évoquer de manière dithyrambique, un peu comme ça, la façon dont ils perçoivent les émissions de radio. Donc, je trouve ça toujours très agréable. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir eu de si bons commentaires à l'endroit des Radio X-Files. Oui, puis c'est pas la première fois que ça arrive, mon cher Christian. Il en parle souvent. Tu fais beaucoup jaser. Et je peux te dire que hier, sur la page Facebook de Gravel dans le retour, il y a des auditeurs de Radio X-Files qui étaient pas du tout contents parce qu'on parlait du fameux documentaire de cette dame qui était dans l'ascenseur et qui aurait disparu d'une façon bizarroïde. Et je peux te dire que les auditeurs étaient là pour dire que Christian en avait parlé, puis c'était pas vrai, cette histoire-là. C'est ça, l'affaire de Elisa Lam. Oui. Donc, c'est ça. Non, effectivement, j'ai eu écho de ça, parce que, bon, bien sûr, je reçois les courriers qui sont envoyés, les commentaires, puis c'est ça. Donc, je suis allé voir, et effectivement... mais bon, moi, j'ai donné simplement mon opinion là-dessus. J'ai présenté des documents qui étaient des documents policiers, des documents des enquêtes. D'ailleurs, si tu me permets, puisqu'on en parle, c'est drôle, parce que quand on a parlé de ça, il y a des gens qui m'ont écrit... pas toujours des commentaires très très bons, là. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ont parfois de la difficulté à comprendre comment fonctionnent les médicaments. Moi, j'ai reçu au lendemain de l'émission, il y a plein de gens qui m'ont écrit en me disant ouais, ben moi aussi j'en ai pris du Wellbutrin, puis je me suis pas mis à faire une crise psychotique, tu sais. Sauf que il faut bien comprendre que la façon dont un médicament fonctionne, il fonctionne en fonction de plusieurs éléments. D'abord, il y a le dosage. Hein? Donc, je sais pas, moi, la madame qui m'écrit, puis elle m'insulte parce qu'elle elle avait des problèmes de dépression, puis elle a pris du Wellbutrin, puis elle a pas fait une crise psychotique. Ben, tu sais, je sais pas quelle était la dose qu'elle prenait du médicament. Tu comprends? C'est comme de la bière, ça. T'en prends une, t'en prends 10, l'effet n'est pas le même. C'est bon. Donc, il faut d'abord considérer le dosage. Également, en pharmacologie, on calcule le cocktail pharmacologique. Donc, dans le cas d'Elisa Lam, elle prenait 4 ou 5 médicaments différents. Donc, c'est la combinaison de ces médicaments-là qui vont agir sur son état. Donc, si vous m'écrivez, ou les gens qui m'ont écrit en me disant « Moi, j'en ai pris du Wellbutrin. » Oui, mais... Elle en prenait 4 autres médicaments liés avec ça. Donc, si tu ne prends qu'un seul médicament, tu sais, c'est un peu comme tu dis, j'ai pris de la bière, j'ai pas halluciné. Non, mais si tu prends de la bière, du pot, de la cocaïne, puis de l'héroïne, là, ça se peut que tu mettes à fantasmer. Tu sais, tu comprends? Donc, les gens, on dirait qu'il y a un peu de difficulté à comprendre qu'il y a une espèce de cocktail ici, là, qui doit être considéré. Et troisième élément, il faut aussi considérer la pathologie du patient. Donc, si quelqu'un m'écrit, puis il y en a des gens qui m'ont écrit, écoute, ils m'insultaient, moi j'avais des problèmes d'humeur, puis j'ai pris tel médicament, puis je suis pas devenu fou. Un problème d'humeur. Mais dans le cas de Elisa Lam, elle avait des crises psychotiques, elle avait des troubles de dépression, elle avait une bipolarité, puis elle avait des états des états de dépression. Donc, ce sont plusieurs éléments. On doit considérer l'ensemble des pathologies, l'ensemble du cocktail pharmacologique, et bien sûr le dosage de ces médicaments-là, les uns par rapport aux autres, pour connaître quels sont les effets bénéfiques et quels sont également les effets qui peuvent être un peu créer des états un peu d'égarement, comme on le voit dans la vidéo. Donc, je dis, j'ai accepté. Bon, les gens m'ont écrit, m'ont dit ça. Je dis, bon, OK, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop compris comment fonctionne la pharmacologie. Mais bon, c'est correct. Mais il faut bien comprendre que tu ne peux pas comparer ton cas à toi, Yannick, tu sais, qui dit, ben moi, je prends tel médicament.
puis ça me fait tel effet, mais si une autre personne prend le même médicament, mais qui n'a pas les mêmes pathologies, ou qui prend ça mélangé avec d'autres médicaments, il ne faut pas prendre du Advil puis de l'aspirine. Bon, parce que si tu combines des médicaments entre eux, ben il va y avoir des effets qui vont être ou soit nocifs ou bien bénéfiques, mais isoler un seul médicament puis essayer de comparer son cas personnel à celui d'Elizolam, là, on était complètement dans le champ. Écoute, ils ont inventé une profession, là, ça s'appelle la psychiatrie. Là. Lui, il peut doser. Là. Ça a de l'air... Chez Trax Mobilité, nous croyons que tout le monde peut sortir jouer dehors. Nous fabriquons les meilleurs fauteuils roulants manuels pour l'extérieur. 3 roues surdimensionnées et un cadre ultra léger et solide permettent aux gens atteints de handicap de prendre l'air facilement. Trax Mobilité, sortez des sentiers battus. Choix 98.1 Radio X. Gandhi a déjà dit, c'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 18h03, bon vendredi, pas chaud pour la pompe à l'eau à la grandeur du Québec, au vent, c'est une température ressentie entre moins 23 degrés et moins 26 degrés. Christian, est-ce que t'as mis tes bas de laine pour l'émission? Absolument. Est-ce que t'as mis tes pétoufs? Oui, écoute, il fait pas chaud. Je te dirais que je suis quand même fait fort là, pour ce qui est du froid, là, puis je t'allais mettre de l'essence tantôt. J'ai mis 15$, c'était bien en masse. Je vais réussir à me rendre chez nous par la suite. Puis lundi, tiens, je penserai à remettre de l'essence, mais à cette température-là, on reste dans nos voitures, comme disait Denis, ou encore on reste à la maison. Oui, absolument. D'ailleurs, belle présentation c'est de la façon dont on présente ça. Je me sens toujours honoré quand j'entends des gens... évoquer de manière dithyrambique, un peu comme ça, la façon dont ils perçoivent les émissions de radio. Donc, je trouve ça toujours très agréable. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir eu de si bons commentaires à l'endroit des Radio X-Files. Oui, puis c'est pas la première fois que ça arrive, mon cher Christian. Il en parle souvent. Tu fais beaucoup jaser. Et je peux te dire que hier, sur la page Facebook de Gravel dans le retour, il y a des auditeurs de Radio X-Files qui étaient pas du tout contents parce qu'on parlait du fameux documentaire de cette dame qui était dans l'ascenseur et qui aurait disparu d'une façon bizarroïde. Et je peux te dire que les auditeurs étaient là pour dire que Christian en avait parlé, puis c'était pas vrai, cette histoire-là. C'est ça, l'affaire de Elizolam. Oui. Donc, c'est ça. Non, effectivement, j'ai eu écho de ça, parce que, bon, bien sûr, je reçois les courriers qui sont envoyés, les commentaires, puis c'est ça. Donc, je suis allé voir, et effectivement... mais bon, moi, j'ai donné simplement mon opinion là-dessus. J'ai présenté des documents qui étaient des documents policiers, des documents des enquêtes. D'ailleurs, si tu me permets, puisqu'on en parle, c'est drôle, parce que quand on a parlé de ça, il y a des gens qui m'ont écrit... pas toujours des commentaires très très bons, là. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ont parfois de la difficulté à comprendre comment fonctionnent les médicaments. Moi, j'ai reçu au lendemain de l'émission, il y a plein de gens qui m'ont écrit en me disant « Ouais, ben moi aussi, j'en ai pris du Wellbutrin, puis je me suis pas mis à faire une crise psychotique. » tu sais. Sauf que il faut bien comprendre que la façon dont un médicament fonctionne, il fonctionne en fonction de plusieurs éléments. D'abord, il y a le dosage. Hein? Donc, je sais pas, moi, la madame qui m'écrit, puis elle m'insulte parce qu'elle elle avait des problèmes de dépression, puis elle a pris du Wellbutrin, puis elle a pas fait une crise psychotique. Ben, tu sais, je sais pas quelle était la dose qu'elle prenait du médicament. Tu comprends? C'est comme de la bière, ça. T'en prends une ou t'en prends 10, l'effet n'est pas le même. C'est bon. Donc, il faut d'abord considérer le dosage. Également, en pharmacologie, on calcule le cocktail pharmacologique. Donc, dans le cas d'Elizolam, elle prenait 4 ou 5 médicaments différents. Donc, c'est la combinaison de ces médicaments-là qui vont agir sur son état. Donc, si vous m'écrivez, ou les gens qui m'ont écrit en me disant « Moi, j'en ai pris du Wellbutrin. » Oui, mais
Elle en prenait 4 autres médicaments liés avec ça. Donc, si tu ne prends qu'un seul médicament, tu sais, c'est un peu comme tu dis, j'ai pris de la bière, j'ai pas halluciné. Non, mais si tu prends de la bière, du pot, de la cocaïne, puis de l'héroïne, là, ça se peut que tu mettes à fantasmer. Tu sais, tu comprends? Donc, les gens, on dirait qu'il y a un peu de difficulté à comprendre qu'il y a une espèce de cocktail ici, là, qui doit être reconsidéré. Et troisième élément, il faut aussi considérer la pathologie du patient. Donc, si quelqu'un m'écrit, puis il y en a des gens qui m'ont écrit, écoute, ils m'insultaient, tu sais, moi, j'avais des problèmes d'humeur, puis j'ai pris tel médicament, puis je suis pas devenu fou. Un problème d'humeur. Mais dans le cas de Elisa Lam, elle avait des crises psychotiques, elle avait des troubles de dépression, elle avait une bipolarité, puis elle avait des états de, je l'ai dit, des états de dépression. Donc, ce sont plusieurs éléments. On doit considérer l'ensemble des pathologies, l'ensemble du cocktail pharmacologique, et bien sûr le dosage de ces médicaments-là, les uns par rapport aux autres, pour connaître quels sont les effets bénéfiques et quels sont également les effets qui peuvent être un peu créer des états un peu d'égarement, comme on le voit dans la vidéo. Donc, je dis, j'ai accepté. Bon, les gens m'ont écrit, m'ont dit ça. Je dis, bon, OK, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop compris comment fonctionne la pharmacologie. Mais bon, c'est correct. Mais il faut bien comprendre que tu ne peux pas comparer ton cas à toi, Yannick, tu sais, qui dit, ben moi, je prends tel médicament. Puis ça me fait tel effet, mais si une autre personne prend le même médicament, mais qui n'a pas les mêmes pathologies, ou qui prend ça mélangé avec d'autres médicaments, il faut pas prendre du Advil puis de l'aspirine. Bon, parce que si tu combines des médicaments entre eux, ben il va y avoir des effets qui vont être ou soit nocifs ou bien bénéfiques, mais isoler un seul médicament puis essayer de comparer son cas personnel à celui d'Elisa Lam, là, on était complètement dans le champ. Écoute, écoute, ils ont inventé une profession, là, ça s'appelle la psychiatrie. Lui, il peut doser. Là. Ça a l'air. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que les psychiatres ou les gens, puis il y a une dame, entre autres, j'ai dit, faut éviter de jouer les pharmaciens de salon. Exact. Hey, la dame a été insultée. Vous dites que je suis un pharmacien de salon. Hey, là, écoute, j'avais droit à un paquet d'insultes. Mais ça s'applique également à moi, là. Tu comprends, quand je dis un pharmacien de salon, moi aussi, je suis pareil, là. Je ne connais pas les effets des médicaments, mais j'avais les rapports d'autopsie en main, les rapports policiers et les avis des experts. Donc, tu comprends, je me suis essentiellement basé sur ces éléments-là. Et quand les médecins parlent justement du cocktail pharmacologique dont prenait Elisa Lam, ces états pathologiques qui ne sont pas simplement une simple dépression ou des problèmes d'humeur, mais des crises psychotiques liées à des troubles de bipolarité, là, on est vraiment dans autre chose. Bon, bref, je me suis dit, visiblement, certains n'ont pas compris le message, mais bon. Mais effectivement, j'ai vu cette semaine passer ces commentaires parce que il y a eu c'était cette semaine que la première était présentée sur le réseau Netflix, là, des disparus du Cecil Hotel, dont une partie était consacrée à la disparition d'Elisa Lam. Pour être honnête avec toi, Yannick, je n'ai pas encore regardé cette émission-là. Je l'ai vue affichée sur Netflix, mais je ne l'ai pas encore regardée. Je vais la regarder, mais uniquement la bande-annonce qu'on avait fait entendre montrait un peu un traitement un peu spectaculaire et sensationnel de cette histoire-là. Alors que quand on connaît bien le dossier, quand on connaît bien les états pathologiques de Elisa Lam, quand on comprend bien ce qui s'est produit, le fait qu'on ait trouvé les médicaments quasi intacts dans sa chambre, avec des prescriptions qui dataient de 2 ou 3 semaines et qui montrent bien qu'Elisa Lam avait mis fin à ses traitements, on peut mieux comprendre les états un peu psychotiques qui ont pu être déclenchés. D'ailleurs, c'est amusant parce que des gens m'écrivaient en me disant moi, j'en ai pas eu d'hallucination. C'est vrai. Mais je n'ai jamais dit qu'Elisa Lam avait des hallucinations et la vidéo ne nous montre pas si elle avait des hallucinations. Tu comprends-tu? Ce que l'on voit dans la vidéo, on voit une femme qui a un comportement étrange. Elle bouge les mains, elle fait, comme on dit, des sparages devant l'ascenseur, mais rien ne nous dit qu'elle voit des choses qui n'existent pas, ni non plus qu'elle entend des choses qui ne sont pas là. On a rien qu'une femme qui a un comportement anormal. Mais personne ne peut prétendre qu'elle avait des hallucinations à ce moment-là. Elle a un comportement anormal. Et puis, éventuellement, on va retrouver son corps dans un réservoir d'eau sur le toit du Cecil Hotel. C'est tout. Mais moi, je n'ai jamais dit qu'elle avait des hallucinations. Puis personne ne peut prétendre non plus qu'elle avait des hallucinations. On le sait pas. On voit rien qu'une femme qui a un comportement anormal. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle entend à ce moment-là? Puis je veux dire, peut-être qu'elle se fait une fête dans sa tête, elle là, tu sais, qui a rien à voir avec les hallucinations. Là, elle est peut-être en train de se fredonner un air de Céline Dion. On le sait pas. Tu sais, on le sait pas. On voit qu'une femme qui a des comportements bizarres, qui rentre dans l'ascenseur, sort. Voilà, est-ce qu'elle hallucine? On le sait pas.
on peut pas prétendre ça. Donc, mais je n'ai jamais dit non plus qu'Elisa Lam avait des hallucinations. Je dis qu'elle a eu visiblement elle avait un passé de crise psychotique et là, visiblement, elle était dans un état limite. Et c'est ce qu'on voit sur les images. Ben, l'idée derrière, puis c'est ce que je vous propose ce soir, puisque moi, je vais faire ça, je ferai pas la deuxième étape, mais la première, c'est que je vais regarder ça ce soir, parce que j'ai la chance d'être seul ce soir, pas d'enfant. En anglais, c'est Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. En français, c'est Scène de crime, la disparue du Cecil Hotel. Vous l'écoutez comme un divertissement, et après ça, je vous propose d'aller sur la page Facebook de Radio X-Files où Christian parle du dossier complet de l'affaire du Cecil Hotel. Ce soir, D'ailleurs, je voulais préciser à propos du Cecil Hotel, les gens font un énorme tapage autour du Cecil Hotel, mais on en avait parlé il y a 3 semaines, quand on avait évoqué cette histoire-là. Il faut savoir que le Cecil Hotel, c'est un trou, là. Oui, ils n'ont pas peur des mots, là, c'est un trou, là. Le Cecil Hotel, c'est un hôtel qui a été très guindé, là, dans les années 20, les années 30, et peu à peu, il est devenu vétus. Et aujourd'hui, c'est un espèce de repère un peu des junkies, des gens un peu de la basse société. On loue des chambres d'hôtel. Moi, j'y suis allé parce que il y avait une réputation au Cecil Hotel. J'ai tourné une entrevue, d'ailleurs, dans le Cecil Hotel. D'ailleurs, quand j'avais dit à mon invité qu'on tournait au Cecil Hotel, il m'a dit, oh my God, le Cecil Hotel. Tu sais, je veux dire, on voit qu'il y a une réputation. Mais aujourd'hui, tu déambules dans le Cecil Hotel, c'est un ramassis de junkies, de gens de tout acabit. Alors, éventuellement, quand on dit le Cecil Hotel, il y a une mauvaise réputation, il y a des crimes, il y a des... Ben oui, ça veut dire le Cecil Hotel, tu sais, c'est un peu comme la malédiction du Cecil Hotel. Rappelle-toi, dans les années 70, dans le bout de Boucherville, le fleuve Saint-Laurent a été un endroit où on a trouvé beaucoup de cadavres qui ont été assassinés par les Hells Angels. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. Est-ce que c'est la malédiction du fleuve Saint-Laurent parce qu'une bande criminelle se débarrassait des corps dans le fleuve Saint-Laurent? Non, bon, tu sais, Cecil Hotel, c'est un peu la même chose, c'est un trou, tu sais, donc c'est évident que tu as des gens de toutes sortes de toute provenance, de toutes sortes de comportements un peu étranges. Donc, c'est éventuellement qu'il y a des activités criminelles, des gens vont se faire poignarder, d'autres assassiner, d'autres vont sauter en bas de l'édifice. Écoute, le Cecil Hotel, c'est pas le Ritz-Carlton. Donc, il faut retenir ça un peu. Fait que la malédiction du Cecil Hotel, c'est la malédiction de ne pas avoir eu assez d'argent pour le retaper quand c'était le temps de le retaper. Puis aujourd'hui, il est complètement vétuste. All right. Ce soir, on a tout un sujet pour l'émission, le Marie-Céleste et les bateaux fantômes. Oui, donc j'ai décidé cette semaine de nous renvoyer un peu à ce que moi, je préfère le plus dans le grand dossier des mystères, c'est-à-dire les mystères historiques. On en a souvent parlé ensemble. Les mystères historiques, je trouve qu'ils ont une valeur, un plus-value, si je peux dire, par rapport à bien d'autres mystères, parce que à la base, les événements, on sait qu'il y a des événements bien réels. Par exemple, qui était Jack l'Éventreur? Je l'ignore qui était Jack l'Éventreur, mais une chose est certaine. Dans le East London, en 1888, des femmes ont été assassinées par un tueur en série non identifié. Donc, on a une énigme historique, l'identité de l'assassin, mais les faits sont indéniables. Dans l'affaire Dyatlov, qu'on a souvent évoquée à l'émission, donc, on a dans cette soirée du 1er au 2 février 1959, 9 randonneurs sont morts sur le mont Olachal dans l'Oural. Maintenant, pourquoi sont-ils morts? Évidemment, récemment, une étude montre qu'un bloc de neige aurait pu se détacher et ensevelir la tente. C'est bien possible. Donc, c'est une ouverture à la discussion, aux échanges, aux hypothèses, mais les faits de base sont bien réels. Et donc, aujourd'hui, je t'amène dans les histoires de bateaux fantômes, et le plus célèbre des bateaux fantômes, c'est le Mary Celeste. Donc, c'est un navire qui a été retrouvé à la fin du 19e siècle, abandonné au large des Açores, et aujourd'hui, l'énigme du fait que l'équipage l'ait déserté, cette histoire-là, elle est rapportée à peu près dans tous les ouvrages qui nous parlent des grandes énigmes historiques. Donc, j'ai décidé de revenir un peu sur cette énigme, en faire un peu différent, donc revenir sur l'énigme du Marie-Céleste, voir quelles sont les hypothèses qui nous ont été proposées pour expliquer l'affaire du Marie-Céleste, comme d'autres ont proposé des explications pour la mort des gens Dyatlov ou proposé des identités pour Jack l'Éventreur. Donc là, on va regarder ensemble ce qui a pu se produire à bord du Marie-Céleste. On va évoquer également d'autres disparitions, d'autres histoires de bateaux fantômes qui continuent de faire fantasmer des gens, des amoureux de la mer. Et
dans le cas du Marie Céleste, j'ai comme une espèce de lien émotif très particulier parce que j'ai eu la chance, Yannick, il y a quelques années, l'épave du navire, on sait où elle se trouve. Elle est dans la baie des Gonaïves en Haïti. Et les gens qui ont trouvé le navire, donc qui ont retrouvé l'épave, ont ramené à la surface. Il reste plus rien de l'épave. C'est un grand bateau en bois et j'ai fait une petite capsule, les gens vont l'entendre, mais il faut savoir que le navire a fini sa vie sur un récif. Et il est resté sur le récif pendant des semaines avant que la carcasse finalement finisse par sombrer. Donc durant le temps où il était sur le récif, les gens qui habitaient autour, donc les riverains, se sont rendus sur le Marie Céleste et l'ont dépouillé à peu près de toutes les pièces de métal, les chaînes, tout ce que tu voudras. C'est ainsi bien qu'il ne restait à peu près qu'un squelette de bois qui finit par sombrer. Et il y a quelques années, en fait, au début des années 2000, une équipe d'archéologues sous-marins ont retrouvé les restes du Marie Céleste. Et en fouillant donc dans les bancs de coraux, ils ont trouvé des objets, notamment un morceau de cuivre qui servait au revêtement de la coque. Ils ont trouvé également des clous, des petites pièces de métal qui étaient sur le Marie Céleste. Et écoute, c'est le plus célèbre des bateaux fantômes, le Marie Céleste. Et j'ai eu la chance, quand j'ai rencontré les archéologues, ils m'ont prêté j'ai eu la chance de manipuler ces objets-là. Donc j'étais assis avec eux, puis là j'avais dans mes mains des morceaux, des clous, des objets qui provenaient du Marie Céleste. Écoute, c'était un peu comme un rêve de petit enfant que j'avais entre mes mains. Donc, ce soir, on revient sur l'énigme du Marie Céleste et autre histoire de bateaux fantômes. Donc, ce sera notre thématique principale pour la soirée. Parfait. Passons à l'actualité de la semaine. On commence par non, la COVID-19 n'a pas été créée en laboratoire. Est-ce que c'est en rapport avec l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, on le sait, il y a au début du mois de janvier, une équipe est débarquée en Chine pour enquêter sur la façon dont la pandémie s'est développée, les origines. On n'a pas essayé de retrouver le patient zéro, c'est à peu près impossible. On a essayé de comprendre un peu comment la pandémie avait pu se déclencher. Et ce qui est intéressant ici, Yannick, c'est parce que quand cette histoire du COVID-19 a alimenté la presse, tout ça, beaucoup de gens se sont dit, c'est curieux parce que le COVID, il est apparu à Yuan, en Chine. Or, à Yuan, on a un laboratoire de type 4. Il faut savoir que le type 4, c'est le plus haut niveau d'accréditation qu'un laboratoire peut recevoir, ce qui lui donne l'autorisation de pouvoir travailler ou manipuler les virus les plus dangereux au monde. Or, il y a un laboratoire comme celui-là à Yuan. Et bien sûr, il allait de soi de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas possible qu'une manipulation entre différents types de virus, manipulation génétique, peu importe, que le virus ait pu sortir du laboratoire de Yuan, aurait pu contaminer un laborantin et éventuellement se ramasser dans la population. Et ce qui m'amusait un peu dans ce discours-là, c'est que dès qu'on posait cette question-là, les gens nous taxaient d'être un complotiste. Et ça, c'est amusant parce que tu dis, attends une minute, là, le complotiste, c'est le dos large quand même. Là, tu sais, là, le fait de remettre en question une version, parce que là, bien sûr, les autorités chinoises disaient, ça n'a absolument rien à voir, mais le fait de remettre en question un peu une position officielle ne fait pas de nous un complotiste. Hein? Le complotiste, c'est d'adhérer sans la moindre preuve à des idées un peu fantaisistes. Mais c'était tout à fait légitime de se poser cette question. Est-ce qu'il est possible que le virus ait pu sortir du laboratoire de Yuan sans pour autant tomber dans le conspirationnisme? Donc, comme tu le dis, l'Organisation mondiale de la santé s'est retrouvée en Chine début janvier. Ils ont mené une enquête qui a duré à peu près 1 mois. Et là, maintenant, ils ont publié leurs conclusions. Ils excluent la possibilité que le virus ait pu être créé en laboratoire ou encore ait pu être une contamination provenant du laboratoire, soit qu'un laborantin, par exemple, aurait transporté le virus à l'extérieur, aurait déclenché la pandémie. En revanche, les chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé continuent d'entretenir l'hypothèse principale, à savoir que le virus s'est probablement transmis à l'homme à travers des chauves-souris. On en a parlé ensemble à plusieurs reprises. On sait que déjà en 2013 ou en 2015, on avait identifié chez des chauves-souris une variante très très proche de l'actuel coronavirus qu'on retrouve chez les humains. Donc on se posait la question, comment c'est passé de la chauve-souris à l'être humain? On l'ignore toujours. Mais aujourd'hui, l'une des hypothèses proposées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est que les chauves-souris auraient
mordu, si je peux dire, des animaux, et la chair de ces animaux aurait été congelée, et possiblement venant de l'extérieur. Ça ne veut pas nécessairement dire que les chauves-souris qu'on pointe du doigt sont des chauves-souris qui sont de Chine, mais on sait qu'il y a plein de produits qui sont importés vers la Chine, qui viennent de pays limitrophes, et il est possible que des chauves-souris aient mordu, aient transmis le virus à des animaux, que la chair de ces animaux a été congelée et envoyée à Wuhan, et à partir de là, c'est de cette manière que le virus s'est transmis à la population humaine. Donc ça, c'est l'hypothèse que entretient pour l'instant l'Organisation mondiale de la santé, mais on exclut l'idée du laboratoire de Wuhan. Il faut quand même rappeler que le coronavirus là, a fait jusqu'à maintenant 2,3 millions de morts à travers le monde, et il était temps que cette enquête soit menée par l'Organisation mondiale de la santé, qui le réclamait quand même depuis plusieurs mois, mais la Chine, évidemment, s'opposait à avoir débarqué chez eux des scientifiques étrangers qui auraient mis un peu leur nez dans toutes les affaires de la Chine et en particulier dans le laboratoire de Wuhan. Mais à ce jour, à tout le moins, venant de l'Organisation mondiale de la santé, les Chinois n'ont rien à se reprocher sur la transmission du virus. Maintenant, sur la façon dont ils auraient dû informer le monde, est-ce qu'ils auraient dû être plus prudents, informer de manière plus prématurée, transmettre de manière plus prématurée l'information? Là, c'est tout un autre débat, mais bref, les Chinois n'ont rien à se reprocher sur la contamination elle-même. Hier, il y avait un article de Catherine Bouchard dans le Journal du Québec, excellent article, soit dit en passant, mais on parlait d'une étude qui provient des chercheurs de l'Université de Sherbrooke, puis ils ont regardé le pourcentage de gens qui croyaient aux 5 théories du complot. Et là, dans l'article de Catherine Bouchard, on disait pas c'était quoi les fameuses 5 théories du complot. Bien sûr, il y avait les attentats du 11 septembre, il y avait tous ces trucs-là, mais il y a un moment donné dans l'étude de l'Université de Sherbrooke, on dit, dans une des 5 théories, est-ce que vous croyez que le gouvernement ne vous dit pas toute la vérité concernant le coronavirus? Bien, c'est probablement, parce qu'on ne s'est pas inscrit dans l'article, là, mais c'est probablement à ça que la majorité des gens ont répondu, bien, c'est certain, ils nous disent pas tout par rapport au coronavirus, parce que c'est soit que ça pourrait faire peur, ou soit que des gens pourraient se ruer sur un produit X comme un masque et tout ça. Mais le problème étant qu'ils nous ont sorti un 25% de la population qui croirait aux théories du complot, alors que, Christian, douter, là, c'est sain. Oui, absolument. Donc, c'est tout à fait sain. Et je l'ai souvent dit, est-ce que les autorités nous disent tout? Et je reviens souvent avec cet exemple-là. Rappelle-toi, c'était en 1998, la fameuse crise du verglas. Ben, à un moment donné, à Montréal, les réserves d'eau potable étaient tombées sous la barre là, c'était limite. Et on a, évidemment, Hydro-Québec a informé, parce qu'on n'arrivait plus il n'y avait plus d'usine d'épuration d'eau. Et Hydro-Québec a informé Lucien Bouchard en lui disant, on est dans un seuil devenu très dangereux. Et Lucien Bouchard a eu Chez Trax Mobilité, nous croyons que tout le monde peut sortir jouer dehors. Nous fabriquons les meilleurs fauteuils roulants manuels pour l'extérieur. 3 roues surdimensionnées et un cadre ultra léger et solide permettent aux gens atteints d'un handicap de prendre l'air facilement. Chez Trax Mobilité, nous croyons que tout le monde peut sortir jouer dehors. Nous fabriquons les meilleurs fauteuils roulants manuels pour l'extérieur. 3 roues surdimensionnées et un cadre ultra léger et solide permettent aux gens atteints d'un handicap de prendre l'air facilement. Trax Mobilité, sortez des sentiers battus. Choix 98.1 Radio X. Gandhi a déjà dit, c'est une erreur de croire nécessairement faux ce qu'on ne comprend pas. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots in the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X.
18h03, bon vendredi, pas chaud pour la pompe à l'eau à la grandeur du Québec, au vent, c'est une température ressentie entre moins 23 degrés et moins 26 degrés. Christian, est-ce que t'as mis tes bas de laine pour l'émission? Absolument. Est-ce que t'as mis tes petoufs? Oui, écoute, il fait pas chaud. Je dirais que je suis quand même fait fort là, pour ce qui est du froid, là, puis je suis allé mettre de l'essence tantôt. J'ai mis 15$, c'était bien en masse. Je vais réussir à me rendre chez nous par la suite. Puis lundi, tiens, je penserai à remettre de l'essence, mais à cette température-là, on reste dans nos voitures, comme disait Denis, ou encore on reste à la maison. Oui, absolument. D'ailleurs, belle présentation c'est de la façon dont on présente ça. Je me sens toujours honoré quand j'entends des gens évoquer de manière dithyrambique, un peu comme ça, la façon dont ils perçoivent les émissions de radio. Donc, je trouve ça toujours très agréable. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir eu de si bons commentaires à l'endroit des Radio X-Files. Oui, puis c'est pas la première fois que ça arrive, mon cher Christian. Il en parle souvent. Tu fais beaucoup jaser. Et je peux te dire que hier, sur la page Facebook de Gravel dans le retour, il y a des auditeurs de Radio X-Files qui étaient pas du tout contents parce qu'on parlait du fameux documentaire de cette dame qui était dans l'ascenseur et qui aurait disparu d'une façon bizarroïde. Et je peux te dire que les auditeurs étaient là pour dire que Christian en avait parlé, puis c'était pas vrai, cette histoire-là. C'est ça, l'affaire de Elisa Lam. Oui. Donc, c'est ça. Non, effectivement, j'ai eu écho de ça, parce que, bon, bien sûr, je reçois les courriers qui sont envoyés, les commentaires, puis c'est ça. Donc, je suis allé voir, et effectivement... mais bon, moi, j'ai donné simplement mon opinion là-dessus. J'ai présenté des documents qui étaient des documents policiers, les documents des enquêtes. D'ailleurs, si tu me permets, puisqu'on en parle, c'est drôle, parce que quand on a parlé de ça, il y a des gens qui m'ont écrit... pas toujours des commentaires très très bons, là. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens ont parfois de la difficulté à comprendre comment fonctionnent les médicaments. Moi, j'ai reçu, au lendemain de l'émission, il y a plein de gens qui m'ont écrit en me disant « Ouais, ben moi aussi, j'en ai pris du Wellbutrin, puis je me suis pas mis à faire une crise psychotique, tu sais. » Sauf que il faut bien comprendre que la façon dont un médicament fonctionne, il fonctionne en fonction de plusieurs éléments. D'abord, il y a le dosage. Hein? Donc, je sais pas, moi, la madame qui m'écrit, puis elle m'insulte parce qu'elle elle avait des problèmes de dépression, puis elle a pris du Wellbutrin, puis elle a pas fait une crise psychotique. Ben, tu sais, je sais pas quelle était la dose qu'elle prenait du médicament. Tu comprends? C'est comme de la bière, ça. T'en prends une, t'en prends 10, l'effet n'est pas le même. C'est bon. Donc, il faut d'abord considérer le dosage. Également, en pharmacologie, on calcule le cocktail pharmacologique. Donc, dans le cas d'Elisa Lam, elle prenait 4 ou 5 médicaments différents. Donc, c'est la combinaison de ces médicaments-là qui vont agir sur son état. Donc, si vous m'écrivez, ou les gens qui m'ont écrit en me disant « Moi, j'en ai pris du Wellbutrin. » Oui, mais... Elle en prenait 4 autres médicaments liés avec ça. Donc, si tu ne prends qu'un seul médicament, tu sais, c'est un peu comme tu dis, j'ai pris de la bière, j'ai pas halluciné. Non, mais si tu prends de la bière, du pot, de la cocaïne, puis de l'héroïne, là, ça se peut que tu te mettes à fantasmer. Tu sais, tu comprends? Donc, les gens, on dirait qu'il y a un peu de difficulté à comprendre qu'il y a une espèce de cocktail ici, là, qui doit être considéré. Et troisième élément, il faut aussi considérer la pathologie du patient. Donc, si quelqu'un m'écrit, puis il y en a des gens qui m'ont écrit, écoute, ils m'insultaient, tu sais, moi j'avais des problèmes d'humeur, puis j'ai pris tel médicament, puis je suis pas devenu fou. Un problème d'humeur. Mais dans le cas d'Elisa Lam, elle avait des crises psychotiques, elle avait des troubles de dépression, elle avait une bipolarité, puis elle avait des états des états de dépression. Donc, ce sont plusieurs éléments. On doit considérer l'ensemble des pathologies, l'ensemble du cocktail pharmacologique, et bien sûr le dosage de ces médicaments-là, les uns par rapport aux autres, pour connaître quels sont les effets bénéfiques et quels sont également les effets qui peuvent être un peu créer des états un peu d'égarement, comme on le voit dans la vidéo. Donc, je dis, j'ai accepté. Bon, les gens m'ont écrit, m'ont dit ça. Je dis, bon, OK, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop compris comment fonctionne la pharmacologie. Mais bon, c'est correct. Mais il faut bien comprendre que tu ne peux pas comparer ton cas à toi, Yannick, tu sais, qui dit, ben moi, je prends tel médicament. Puis ça me fait tel effet, mais si une autre personne prend le même médicament, mais qui n'a pas les mêmes pathologies, ou qui prend ça mélangé avec d'autres médicaments, il faut pas prendre du Advil puis de l'aspirine. Bon,
parce que si tu combines des médicaments entre eux, ben il va y avoir des effets qui vont être ou soit nocifs ou bien bénéfiques, mais isoler un seul médicament puis essayer de comparer son cas personnel à celui d'Elizolam, là, on était complètement dans le champ. Écoute, ils ont inventé une profession, là, ça s'appelle la psychiatrie. Là. Lui, il peut doser. Là. Ça a l'air. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que les psychiatres ou les gens, puis il y a une dame, entre autres, j'ai dit, faut éviter de jouer les pharmaciens de salon. Exact. Hey, la dame a été insultée. Vous dites que j'ai un pharmacien de salon. Hey, là, écoute, j'avais droit à un paquet d'insultes. Mais ça s'applique également à moi, là. Tu comprends, quand je dis un pharmacien de salon, moi aussi, je suis pareil, là. Je ne connais pas les effets des médicaments, mais j'avais les rapports d'autopsie en main, les rapports policiers et les avis des experts. Donc, tu comprends, je me suis essentiellement basé sur ces éléments-là. Et quand les médecins parlent justement du cocktail pharmacologique dont prenait Elizolam, ces états pathologiques qui ne sont pas simplement une simple dépression ou des problèmes d'humeur, mais des crises psychotiques liées à des troubles de bipolarité, là, on est vraiment dans autre chose. Bon, bref, je me suis dit, visiblement, certains n'ont pas compris le message, mais bon. Mais effectivement, j'ai vu cette semaine passer ces commentaires parce que il y a eu c'était cette semaine que la première était présentée sur le réseau Netflix, là, des disparus du Cecil Hotel, dont une partie était consacrée à la disparition d'Elizolam. Mm-hmm. Pour être honnête avec toi, Yannick, je n'ai pas encore regardé cette émission-là. Je l'ai vue affichée sur Netflix, mais je ne l'ai pas encore regardée. Je vais la regarder, mais uniquement la bande-annonce qu'on avait fait entendre montrait un peu un traitement un peu spectaculaire et sensationnel de cette histoire-là. Alors que quand on connaît bien le dossier, quand on connaît bien les états pathologiques de Elizolam, quand on comprend bien ce qui s'est produit, le fait qu'on ait trouvé les médicaments quasi intacts dans sa chambre, avec des prescriptions qui dataient de 2 ou 3 semaines et qui montrent bien qu'Elizolam avait mis fin à ses traitements, on peut mieux comprendre les états un peu psychotiques qui ont pu être déclenchés. D'ailleurs, c'est amusant parce que des gens m'écrivaient en me disant « Moi, j'en ai pas eu d'hallucination. » C'est vrai. Mais je n'ai jamais dit qu'Elizolam avait des hallucinations et la vidéo ne nous montre pas si elle avait des hallucinations. Tu comprends-tu? Ce que l'on voit dans la vidéo, on voit une femme qui a un comportement étrange. Elle bouge les mains, elle fait, comme on dit, des sparages devant l'ascenseur, mais rien ne nous dit qu'elle voit des choses qui n'existent pas, ni non plus qu'elle entend des choses qui ne sont pas là. On n'a rien qu'une femme qui a un comportement anormal. Mais personne ne peut prétendre qu'elle avait des hallucinations à ce moment-là. Elle a un comportement anormal. Et puis, éventuellement, on va retrouver son corps dans un réservoir d'eau sur le toit du Cecil Hotel. C'est tout. Mais moi, je n'ai jamais dit qu'elle avait des hallucinations. Puis personne ne peut prétendre non plus qu'elle avait des hallucinations. On le sait pas. On voit rien qu'une femme qui a un comportement anormal. Mais qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle entend à ce moment-là? Puis, je veux dire, peut-être qu'elle se fait une fête dans sa tête, elle-là, tu sais, qui a rien à voir avec les hallucinations. Là, elle est peut-être en train de se fredonner un air de Céline Dion. On le sait pas. Tu sais, on le sait pas. On voit qu'une femme qui a des comportements bizarres, qui rentre dans l'ascenseur, sort. Voilà, est-ce qu'elle hallucine? On le sait pas. On peut pas prétendre ça. T'sais. Donc, je n'ai jamais dit non plus qu'Elizolam avait des hallucinations. Je dis qu'elle a eu visiblement elle avait un passé de crise psychotique et là, visiblement, elle était dans un état limite. Et c'est ce qu'on voit sur les images. L'idée derrière, puis c'est ce que je vous propose ce soir, puisque moi, je vais faire ça, je ferai pas la deuxième étape, mais la première, c'est que je vais regarder ça ce soir parce que j'ai la chance d'être seul ce soir, pas d'enfant. En anglais, c'est Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. En français, c'est Scène de crime, la disparue du Cecil Hotel. Vous l'écoutez comme un divertissement et après ça, je vous propose d'aller sur la page Facebook de Radio X-Files où Christian parle du dossier complet de l'affaire du Cecil Hotel. Ce soir, D'ailleurs, je voulais préciser à propos du Cecil Hotel, les gens font un énorme tapage autour du Cecil Hotel, mais on en avait parlé il y a 2 semaines, 3 semaines, quand on avait évoqué cette histoire-là. Il faut savoir que le Cecil Hotel, c'est un trou, là. Ils n'ont pas peur des mots, là, c'est un trou, là. Le Cecil Hotel, c'est un hôtel qui a été très guindé, là, dans les années 20, les années 30, et peu à peu, il est devenu vétus. Et aujourd'hui, c'est une espèce de repère un peu des junkies, des gens un peu de la basse société. On loue des chambres d'hôtel. Moi, j'y suis allé parce que il y avait une réputation au Cecil Hotel. J'ai tourné une entrevue, d'ailleurs, dans le Cecil Hotel. D'ailleurs, quand j'avais dit à mon invité qu'on tournait au Cecil Hotel, il m'a dit « Oh my God, le Cecil Hotel ». Tu sais, je veux dire, on voit qu'il y a une réputation. Mais aujourd'hui, tu déambules dans le Cecil Hotel, c'est un ramassis de
de junkies, de gens de tout acabit. Alors, éventuellement, quand on dit le Cecil Hotel, il y a une mauvaise réputation, il y a des crimes, il y a des... Ben oui, le Cecil Hotel, tu sais, c'est un peu comme la malédiction du Cecil Hotel. Rappelle-toi, dans les années 70, dans le bout de Boucherville, le fleuve Saint-Laurent a été un endroit où on a trouvé beaucoup de cadavres qui ont été assassinés par les Hells Angels. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. Est-ce que c'est la malédiction du fleuve Saint-Laurent parce qu'une bande criminelle se débarrassait des corps dans le fleuve Saint-Laurent? Non, bon, ben, tu sais, c'est l'hôtel, c'est un peu la même chose, c'est un trou, tu sais, donc c'est évident que tu as des gens de toutes sortes de toute provenance, de toutes sortes de comportements un peu étranges. Donc, c'est éventuellement qu'il y ait des activités criminelles, des gens vont se faire poignarder, d'autres assassiner, d'autres vont sauter en bas de l'édifice. Écoute, le Cecil Hotel, c'est pas le Ritz-Carlton. Donc, il faut retenir ça un peu. Fait que la malédiction du Cecil Hotel, c'est la malédiction de ne pas avoir eu assez d'argent pour le retaper quand c'était le temps de le retaper. Puis aujourd'hui, il est complètement vétuste. All right. Ce soir, on a tout un sujet pour l'émission, le Marie-Céleste et les bateaux fantômes. Oui, donc j'ai décidé cette semaine de nous renvoyer un peu à ce que moi je préfère le plus dans le grand dossier des mystères, c'est-à-dire les mystères historiques. On en a souvent parlé ensemble. Les mystères historiques, je trouve qu'ils ont une valeur, un plus-value, si je peux dire, par rapport à bien d'autres mystères, parce que à la base, les événements, on sait qu'il y a des événements bien réels. Par exemple, qui était Jack l'Éventreur? Je l'ignore qui était Jack l'Éventreur, mais une chose est certaine. Dans le East London, en 1888, des femmes ont été assassinées par un tueur en série non identifié. Donc, on a une énigme historique, l'identité de l'assassin, mais les faits sont indéniables. Dans l'affaire Dyatlov, qu'on a souvent évoquée à l'émission, donc, on a dans cette soirée du 1er au 2 février 1959, 9 randonneurs sont morts sur le mont Olachal dans l'Oural. Maintenant, pourquoi sont-ils morts? Évidemment, récemment, une étude montre qu'un bloc de neige aurait pu se détacher et ensevelir Latent. C'est bien possible. Donc, c'est une ouverture à la discussion, aux échanges, aux hypothèses, mais les faits de base sont bien réels. Et donc, aujourd'hui, je t'amène dans les histoires de bateaux fantômes, et le plus célèbre des bateaux fantômes, c'est le Mary Celeste. Donc, c'est un navire qui a été retrouvé à la fin du 19e siècle, abandonné au large des Açores, et aujourd'hui, l'énigme du fait que l'équipage l'ait déserté, cette histoire-là, elle est rapportée à peu près dans tous les ouvrages qui nous parlent des grandes énigmes historiques. Donc, j'ai décidé de revenir un peu sur cette énigme, en faire un peu différent, donc revenir sur l'énigme du Marie-Céleste, voir quelles sont les hypothèses qui nous ont été proposées pour expliquer l'affaire du Marie-Céleste, comme d'autres ont proposé des explications pour la mort des gens Dyatlov ou proposé des identités pour Jack l'Éventreur. Donc là, on va regarder ensemble ce qui a pu se produire à bord du Marie-Céleste. On va évoquer également d'autres disparitions, d'autres histoires de bateaux fantômes qui continuent de faire fantasmer des gens, des amoureux de la mer. Et dans le cas du Marie-Céleste, j'ai comme une espèce de lien émotif très particulier parce que j'ai eu la chance, Yannick, il y a quelques années, l'épave du navire, on sait où elle se trouve. Elle est dans la baie des Gonaïves en Haïti. Et des gens qui ont trouvé le navire, donc qui ont retrouvé l'épave, ont ramené à la surface. Il ne reste plus rien de l'épave. C'est un grand bateau en bois et j'ai fait une petite capsule, les gens vont l'entendre, mais il faut savoir que le navire, a fini sa vie sur un récif. Et il est resté sur le récif pendant des semaines avant que la carcasse finalement finisse par sombrer. Donc, durant le temps où il était sur le récif, les gens qui habitaient autour, donc les riverains, se sont rendus sur le Marie-Céleste et l'ont dépouillé à peu près de toutes les pièces de métal, les chaînes, tout ce que tu voudras. C'est ainsi bien qu'il ne restait à peu près qu'un squelette de bois qui finit par sombrer. Et il y a quelques années, en fait, au début des années 2000, une équipe d'archéologues sous-marins ont retrouvé les restes du Marie-Céleste. Et en fouillant donc dans les bancs de coraux, ils ont trouvé des objets, notamment un morceau de cuivre qui servait au revêtement de la coque. Ils ont trouvé également des clous, des petites pièces de métal qui étaient sur le Marie-Céleste. Et écoute, c'est le plus célèbre des bateaux fantômes, le Marie-Céleste. Et j'ai eu la chance, quand j'ai rencontré les archéologues, ils m'ont prêté j'ai eu la chance de manipuler ces objets-là. Donc j'étais assis avec eux, puis là j'avais dans mes mains des morceaux, des clous, des objets qui provenaient du Marie-Céleste. Écoute, c'était un peu comme un rêve de petit enfant que j'avais entre mes mains. Donc, ce soir, on revient sur l'énigme du Marie-Céleste et autres histoires de bateaux fantômes. Donc, ce sera notre thématique principale pour la soirée. Parfait. Passons à l'actualité de la semaine. On commence par non, la COVID-19 n'a pas été créée en laboratoire. Est-ce que c'est en rapport avec l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé?
Tout à fait, tout à fait. Donc, on le sait, il y a au début du mois de janvier, une équipe a est débarquée en Chine pour enquêter sur la façon dont la pandémie s'est développée, les origines. On n'a pas essayé de retrouver le patient zéro, c'est à peu près impossible. On a essayé de comprendre un peu comment la pandémie avait pu se déclencher. Et ce qui est intéressant ici, Yannick, c'est parce que quand cette histoire du COVID-19 a alimenté la presse, tout ça, beaucoup de gens se sont dit, c'est curieux parce que le COVID, il est apparu à Yuan, en Chine. Or, à Yuan, on a un laboratoire de type 4. Il faut savoir que le type 4, c'est le plus haut niveau d'accréditation qu'un laboratoire peut recevoir, ce qui lui donne l'autorisation de pouvoir travailler ou manipuler les virus les plus dangereux au monde. Or, il y a un laboratoire comme celui-là à Yuan. Et bien sûr, il allait de soi de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas possible qu'une manipulation entre différents types de virus, manipulation génétique, peu importe, que le virus ait pu sortir du laboratoire de Yuan, aurait pu contaminer un laborantin et éventuellement se ramasser dans la population. Et ce qui m'amusait un peu dans ce discours-là, c'est que dès qu'on posait cette question-là, les gens nous taxaient d'être un complotiste. Et ça, c'est amusant parce que tu dis, attends une minute, là, le complotiste, c'est le dos large quand même. Là, tu sais, là, le fait de remettre en question une version, parce que là, bien sûr, les autorités chinoises, elles, ça n'a absolument rien à voir, mais le fait de remettre en question un peu une position officielle ne fait pas de nous un complotiste. Hein? Le complotiste, c'est d'adhérer sans la moindre preuve à des idées un peu fantaisistes. Mais c'était tout à fait légitime de se poser cette question. Est-ce qu'il est possible que le virus ait pu sortir du laboratoire de Yuan sans pour autant tomber dans le conspirationnisme? Donc, comme tu le dis, l'Organisation mondiale de la santé s'est retrouvée en Chine début janvier. Ils ont mené une enquête qui a duré à peu près 1 mois. Et là, maintenant, ils ont publié leurs conclusions. Ils excluent la possibilité que le virus ait pu être créé en laboratoire ou encore ait pu être une contamination provenant du laboratoire, soit qu'un laborantin, par exemple, aurait transporté le virus à l'extérieur, aurait déclenché la pandémie. En revanche, les chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé continuent d'entretenir l'hypothèse principale, à savoir que le virus s'est probablement transmis à l'homme à travers des chauves-souris. On en a parlé ensemble à plusieurs reprises. On sait que déjà en 2013 ou en 2015, on avait identifié chez des chauves-souris une variante très, très proche de l'actuel coronavirus qu'on retrouve chez les humains. Donc, on se posait la question, comment s'est passé de la chauve-souris à l'être humain? On l'ignore toujours. Mais aujourd'hui, l'une des hypothèses proposées par l'Organisation mondiale de la santé, c'est que les chauves-souris auraient mordu, si je peux dire, des animaux, et la chair de ces animaux aurait été congelée, et possiblement venant de l'extérieur. Ça ne veut pas nécessairement dire que les chauves-souris qu'on pointe du doigt sont des chauves-souris qui sont de Chine, mais on sait qu'il y a plein de produits qui sont importés vers la Chine, qui viennent de pays limitrophes, et il est possible que des chauves-souris aient mordu, aient transmis le virus à des animaux, que la chair de ces animaux ait été congelée et envoyée à Yuan, et à partir de là, c'est de cette manière que le virus s'est transmis à la population humaine. Donc ça, c'est l'hypothèse que entretient pour l'instant l'Organisation mondiale de la santé, mais on exclut l'idée du laboratoire de Yuan. Il faut quand même rappeler que le coronavirus là, a fait jusqu'à maintenant 2,3 millions de morts à travers le monde, et il était temps que cette enquête soit menée par l'Organisation mondiale de la santé, qui le réclamait quand même depuis plusieurs mois, mais la Chine, évidemment, s'opposait à avoir débarqué chez eux des scientifiques étrangers qui auraient mis un peu leur nez dans toutes les affaires de la Chine et en particulier dans le laboratoire de Yuan. Mais à ce jour, à tout le moins, venant de l'Organisation mondiale de la santé, les Chinois n'ont rien à se reprocher sur la transmission du virus. Maintenant, sur la façon dont ils auraient dû informer le monde, est-ce qu'ils auraient dû être plus prudents, informer de manière plus prématurée, transmettre de manière plus prématurée l'information? Là, c'est tout un autre débat, mais bref, les Chinois n'ont rien à se reprocher sur la contamination elle-même. Hier, il y avait un article de Catherine Bouchard dans le Journal du Québec, excellent article, soit dit en passant, mais on parlait d'une étude qui provient des chercheurs de l'Université de Sherbrooke, puis ils ont regardé le pourcentage de gens qui croyaient aux 5 théories du complot. Et là, dans l'article de Catherine Bouchard, on disait pas c'était quoi les fameuses 5 théories du complot. Bien sûr, il y avait les attentats du 11 septembre, il y avait tous ces trucs-là, mais il y a un moment donné dans l'étude de l'Université de Sherbrooke, on dit, dans une des 5 théories, est-ce que vous croyez que le gouvernement ne vous dit pas toute la vérité concernant le coronavirus?
ben, c'est probablement, parce qu'on ne s'est pas inscrit dans l'article, là, mais c'est probablement à ça que la majorité des gens ont répondu, ben c'est certain, ils nous disent pas tout par rapport au coronavirus, parce que c'est soit que ça pourrait faire peur, ou soit que des gens pourraient se ruer sur un produit X comme un masque et tout ça. Mais le problème étant qu'ils nous ont sorti un 25% de la population qui croirait aux théories du complot, alors que, Christian, douter, là, c'est sain. Oui, absolument. Donc, c'est tout à fait sain. Et je l'ai souvent dit, est-ce que les autorités nous disent tout? Et je reviens souvent avec cet exemple-là. Rappelle-toi, c'était en 1998, la fameuse crise du verglas. Ben, à un moment donné, à Montréal, les réserves d'eau potable étaient tombées sous la barre là, c'était limite. Et on a, évidemment, Hydro-Québec a informé, parce qu'on n'arrivait plus il n'y avait plus d'usine d'épuration d'eau. Et Hydro-Québec a informé Lucien Bouchard en lui disant, on est dans un seuil devenu très dangereux. Et Lucien Bouchard a eu la décision de se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'informe la population ou est-ce que je ne dis rien? Et là, ben, bien sûr, en discutant avec les experts d'Hydro-Québec, c'était à combien vous évaluez les chances de repartir les usines d'épuration, etc. Donc, il a fait le choix, sur l'avis des experts qu'il a consultés, il a fait le choix de ne rien dire à la population. Et il a gagné son coup de poker. Hein? L'Hydro-Québec a réussi à réactiver les usines de filtration d'eau à Montréal et finalement, les gens n'ont pas connu cette pénurie d'eau potable. Mais ce n'est que des mois après la crise du verglas que Lucien Bouchard a raconté cette anecdote. Donc, ici, Lucien Bouchard, on pourrait poser la question, est-ce que vous croyez que le gouvernement vous a tout dit sur la crise du verglas? Bien sûr, la réponse est non. Le gouvernement ne nous a pas tout dit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit, on met des gens en position de décision, comme des gens du gouvernement, parce qu'on ose espérer que le moment venu, ils agiront, pour utiliser l'expression en droit, en bon père de famille, et qu'ils prendront les décisions qui s'imposent pour protéger les populations, pour éviter de déclencher des émeutes, des situations tout à fait déplorables, des bousculades et tout ce que tu voudras. C'est ce que Lucien Bouchard a fait. Donc, il nous a pas tout dit, mais il a pris une décision qui a protégé à la fois l'intégrité des populations et en même temps, ben, il a réussi il a gagné son coup de poker. Donc, il faut faire attention. Souvent, moi aussi, quand je vois des espèces de sondages sur les théories du complot, quand je lis les questions, il y a très souvent des questions que tu dis, bon, si je réponds oui ou non, ça n'a aucune validité pour dire si je suis ou non un théoricien du complot. Par exemple, le World Trade Center. Est-ce qu'on nous a tout dit sur le World Trade Center? Certainement pas. Ben non. Il ne fait aucun doute pour moi que le World Trade Center est un complot orchestré par Al-Qaïda. Mais est-ce qu'on nous a tout dit? Moi, je pense qu'à un moment donné, et en conférence, je l'ai souvent mentionné, je pense que des gens, on le sait, le FBI, les services de renseignement américains avaient été informés d'une menace possible d'une action terroriste sur le territoire américain. Et ils n'ont pas réagi. Et là, finalement, ils se sont fait prendre, comme on dit, les culottes à terre. Et une fois qu'ils se sont fait prendre les culottes à terre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu protéger leur poste. Un agent du FBI qui a passé outre une recommandation qui lui avait été faite, un téléx qui n'a pas été transmis à la bonne personne. Tu comprends? Les gens, et ça, c'est de l'hommerie. C'est pas du complot, c'est de l'hommerie. Les gens essayent ils veulent pas être pris à défaut, ils veulent pas qu'on les pointe du doigt, ils ne veulent pas perdre leur emploi. Donc, on essaie de pelleter ça dans le cours du voisin. C'est pas moi, je l'ai vu le téléx, mais je l'ai pas donné à bonne. Et là, ben évidemment, il y a des petites guerres de coulisses qui se font. Et je pense donc que dans le cas du World Trade Center, il y a eu de ces guerres de coulisses. Je pense que des gens ils se sont arrangés pour s'assurer qu'on pointe des gens et pas eux, donc d'autres personnes. Mais sur le fond, ça ne change rien. Je pense que le World Trade Center ce sont des actions délibérées d'Al-Qaïda pour détruire les tours. Mais le fait de répondre à la question, genre, croyez-vous que les autorités vous ont tout dit sur le World Trade Center? Mais si on me posait cette question-là, je répondrais non. Mais je me sentirais pas visé comme étant un théoricien du complot. Exact. Mais dans l'étude, c'est un peu ce qu'on mentionne. J'avais trouvé ça bizarre. Puis il y a un auditeur qui me fait penser à ça. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'il y a 75% des gens qui pensent que le gouvernement dit toujours la vérité.
Malheureusement, hein, je veux dire, bon, mais il faut savoir doser. Mais c'est vrai que depuis l'avènement du COVID-19, les théories du complot sont à la mode. Elles ont évidemment progressé. QAnon aux États-Unis avec le Trumpiste a joué aussi dans ces eaux-là. Donc aujourd'hui, tout devient théorie du complot. Et dès qu'on remet en question une position officielle, on devient un complotiste. Alors, comme tu le dis si bien, moi je pense que se questionner, c'est tout à fait sain. L'idée du complot, c'est d'adhérer à toutes sortes de philosophies ou des idées qui sont appuyées par absolument rien pour satisfaire une espèce de pensée magique. Tu sais, bon, dans le cas du Trumpiste, là, Trump va être là, puis il va débarrasser le deep state des pédophiles satanistes qui noyautent le gouvernement. Là, t'es vraiment dans autre chose, tu sais. Entre ça et dire est-ce que vous croyez que le gouvernement vous dit toujours la vérité? Ben, je pense qu'il y a un monde entre les deux. Là. Exact. Dis-moi que c'est une blague. Il n'y a pas une chasse au Bigfoot en Oklahoma pour de vrai? C'est ma nouvelle amusante de la semaine. En fait, d'ici la fin du mois de février, les élus de l'État de l'Oklahoma vont devoir se pencher sur cette requête pour le moins inusitée. Hein? C'est la requête numéro 148 qui a été déposée par un représentant républicain qui s'appelle Justin Humphrey. Et lui, ce qu'il demande, c'est aux législateurs de statuer sur la mise en place d'une saison de chasse au Bigfoot. Et là, tu te dis, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais si finalement les élus décident de se pencher sur ce projet-là, ils auront jusqu'au 1er novembre 2021 pour déterminer quand se tiendra la période de chasse, la durée et bien sûr le prix du permis de chasse. Et là, il faut que je te dise, Yannick, tout de suite qu'une telle décision ne pourrait pas se faire sans la commission de l'Oklahoma pour la conservation de la faune. Et quand cette histoire-là est sortie dans les médias, tu comprends que les journalistes se sont rués vers les représentants de l'organisation qui, eux, ont été pris un peu de court en entendant pour la première fois cette histoire-là. Et l'un d'entre eux a dit, écoutez, vous savez, quand généralement on s'en remet aux spécialistes de la faune pour déterminer les périodes de chasse, donc faut pas, évidemment, pour pas que la période de chasse tombe durant une période de mise bas ou une période de reproduction chez certaines espèces animales, de déterminer les quotas, à pas tuer par exemple des femelles, de s'assurer du bon équilibre des cheptels. Et là, le type répond, il dit, donc on regarde tout ça, mais il dit, dans le cas du Bigfoot, on n'a pas beaucoup de données pour se prononcer. Et là, de son côté, il faut savoir que Justin Humphrey dit, j'ai pas perdu la tête, hein. Il dit ça un peu sur un ton mi-figue, mi-raisin en disant, écoutez, je sais pas si la créature existe, mais il faut savoir qu'il existe déjà dans l'Oklahoma, une petite ville qui s'appelle Anobia, qui ont chaque automne une espèce de festival du Bigfoot. Alors, Humphrey dit, ça serait le fun si notre période de chasse au Bigfoot pourrait correspondre avec ce festival du Bigfoot à Anobia. Et il dit, si la créature existe ou pas, c'est pas très grave, au moins ça va attirer le tourisme. Moi, écoute, je sais pas, mais attirer le tourisme avec une chasse au Bigfoot, je suis pas convaincu que tu vas attirer des milliers de gens, là. Je sais pas, j'ai un petit doute, moi, que ce soit le gros argument touristique. Cette semaine, je m'en vais dans l'Oklahoma parce que j'ai mon permis de chasse au Bigfoot. C'est ça, puis c'est le genre de monde que tu vas attirer aussi. Pas sûr. Oui, c'est ça. Je suis pas convaincu que les commerçants ont envie de voir débarquer cette horde de gens avec leurs fusils, hein, puis là, qui sont là et qui vont se lancer dans les boisés en espérant mettre la main sur le fameux Bigfoot. Moindrement que tes poilus sortent pas de chez vous. Non, ça c'est sûr. T'sais. Les Denis de Relais, restez à la maison. On parle maintenant du thylacine qui aurait survécu jusque dans les années 2000. Ouais, ça c'est un dossier qui est fort intéressant. C'est un article qui vient d'être publié par le Cold Spring Harbor Laboratory de New York et qui est associé à la très sérieuse Université d'Oxford. Et ce que ces chercheurs-là ont fait, on place immédiatement l'auditeur. Qu'est-ce que c'est le thylacine? Le thylacine est un marsupial, donc de la famille des kangourous, qu'on appelait aussi tigre de Tasmanie. Et cet animal-là avait à peu près la taille d'un chien berger, un berger allemand, et il avait la caractéristique, par exemple, d'avoir une fourrure couleur fauve et des rayures sur le bas du dos. C'était un animal, même s'il faisait partie de la catégorie des kangourous, c'est un animal qui ressemblait curieusement à un chien. Et lorsque les premiers colons sont arrivés, parce que l'Australie autrefois s'appelait la Nouvelle-Galles du Sud, quand les premiers colons sont arrivés pour s'installer en Australie, écoute, le thylacine, le tigre de Tasmanie, était au sommet de la chaîne alimentaire. C'était un redoutable prédateur. Et évidemment,
on a introduit en Australie des cheptels, par exemple, de moutons, de poules, puis etc. Donc, pour le thylacine, c'était littéralement le festin. Donc, il y avait des attaques, des razzias qui se faisaient dans les cheptels d'animaux. Tant et si bien que le gouvernement a autorisé la chasse au thylacine, et le thylacine a été chassé jusqu'à l'extinction. Et officiellement, donc si tu m'avais posé la question il y a 3 semaines, par exemple, je t'aurais dit officiellement, le thylacine est disparu dans les années 1930 et le dernier animal connu, et on a même des images où on peut le voir, cet animal-là, c'était Benjamin, on lui donnait le nom de Benjamin, curieux, un nom masculin pour une femelle, mais c'est un thylacine femelle. Il est mort le 7 septembre 1936 au zoo d'Hobart. Hobart, c'est une grosse île au sud de l'Australie, et il est mort dans le jardin zoologique parce que, son gardien, ce soir-là, a oublié de le rentrer à l'intérieur. Et là, il a fait tellement froid que l'animal est mort gelé. Donc, et officiellement... Non, je sais, c'est un peu... Tu racontes ça, c'est quoi, c'est une blague? C'est le dernier sur Terre, puis toi, c'est le dernier, puis t'oublies de le rentrer. Là, il est mort. C'est bon. Donc, officiellement, c'est la dernière fois que le thylacine a été vu, filmé. Donc, c'est avec la mort de Benjamin, on a considéré, d'abord, les autorités australiennes ont placé l'animal sur une liste, parce qu'évidemment, il n'a pas basculé immédiatement dans la liste des animaux disparus. Il a commencé par basculer dans une liste des animaux en voie de disparition. Et puis, une quinzaine d'années après, il était déclaré un animal disparu. Mais là, voilà qu'on a... Mais c'est vrai, en même temps qu'on dit ça, c'est vrai que depuis les années 30, quand même, des gens continuent de rapporter des apparitions du thylacine. Donc, des gens qui s'en vont dans des régions très sauvages, en forêt, par exemple, reviennent de ces expéditions en disant « Je crois avoir vu un animal étrange et pour avoir vu des photographies, et crois-moi, les Australiens sont bien au courant là, à quoi peut ressembler les thylacines. » Et là, ces gens-là reviennent en disant « Je crois avoir observé un thylacine en forêt. » Et dire « J'ai vu un thylacine », c'est un peu comme le monstre du Loch Ness. Là. Pour les Australiens, c'est une espèce d'animal mythique. Il faut vraiment, là, pour les gens qui nous écoutent, ceux qui ont déjà mis le pied en Australie, là, le thylacine, c'est vraiment l'animal mythique. C'est le Bigfoot, le monstre du Loch Ness australien. Là. Et qui plus est, dans le cas du thylacine, il a bel et bien existé. Donc, les gens reviennent de ces expéditions en disant... On a vu l'animal, on croit avoir vu l'animal, même si personne n'a ramené de preuves physiques, on n'a pas ramené de poils, on n'a pas ramené de carcasse de cet animal-là. Quelques personnes ont ramené des photographies ou des films, mais pas très convaincants. Moi, j'ai vu beaucoup de ces films. Il y a un film tourné, je crois, en 1968, qui est plus convaincant que les autres. On voit l'animal qui court dans la rue, et la façon dont il bondit, ses pattes dans l'arrière, parce qu'il faut se rappeler que c'est un marsupial, donc de la même famille que les kangourous, et la façon dont il se déplaçait en courant, il sautait un peu comme un kangourou en replaçant ses pattes devant lui. Et ces images-là, tournées dans les années 60 en caméra Super 8, ça dure quelques secondes, on voit l'animal qui traverse la rue, mais son comportement, on n'a pas l'impression que c'est un quadrupède comme un chien. Donc, ça pourrait, je dis bien, j'insiste sur le conditionnel, ça pourrait être un thylacine. Et voilà que cette nouvelle étude qui vient de paraître il y a quelques jours, les chercheurs ont colligé l'ensemble de ces témoignages. Ils ont regardé les zones géographiques où ces animaux-là avaient été rapportés et parfois on avait plusieurs observations qui correspondaient à une même zone géographique. Et finalement, les scientifiques arrivent à la conclusion qu'en prenant l'ensemble de ces données, le thylacine a peut-être vécu plus longtemps qu'on le croyait. Si Benjamin est mort en 1936 et qu'on croit que le dernier spécimen sauvage est peut-être disparu 15 ou 20 ans plus tard, les scientifiques arrivent avec la conclusion que non. D'après les nouvelles données, le thylacine pourrait avoir vécu jusqu'au début des années 2000 et ils évoquent même la possibilité qu'il existe de petites communautés encore vivantes, soit en Tasmanie ou soit en Australie, particulièrement dans le Queensland, qui est la partie nord de l'Australie. Donc, amateurs de bêtes mystérieuses, armez-vous, cette fois d'appareils photo et de caméras, non pas de coutelas ou d'une carabine, mais partez à la chasse au thylacine. Qui sait, peut-être existe-t-il encore des spécimens bien vivants à l'état sauvage en Australie. En tout cas, le gardien de l'époque doit aimer t'entendre. Ouais, il y a peut-être... c'est pas le dernier! Il a peut-être perdu sa job aussi. Il y a de fortes chances, chances. All right, il est 18h36, on va faire une courte pause. Je vous invite à aller faire un tour sur notre page Facebook si ce n'est pas déjà fait, Radio X-Files. Allez nous ajouter, puis on fait les diffusions en direct sur cette page-là, sur les internets. Ou encore, le lendemain, on met le podcast de l'émission.
Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. 18h42. Oui, effectivement, merci aux auditeurs de nous écrire au 418-670-9098, 418-670-9098. Les auditeurs te trouvent particulièrement en forme ce soir, mon cher Christian. Ben, merci beaucoup. Oui, on parle enfin. Peut-être parce qu'il fait froid, puis j'ai mis mes bottes de laine puis mes combines. Oui, as-tu encore des combines à panneaux? T'es de cette époque, hein? À mon âge encore, ça, mon ami. Ouais, c'est ça qui est curieux de travailler chez soi. Hein? Moi, je suis dans le studio, j'ai pas le choix de m'habiller, mais me pose vraiment des questions si t'es vraiment combine. Oui, le télétravail, hein, ça a transformé ça. Bon, il y a même des publicités où on voit les gens, habillés en short derrière ton bureau, mais effectivement, le télétravail nous permet d'avoir des tenues beaucoup plus détendues là, derrière le micro. Là, moi, je te cacherai pas que je suis en mou. Là. Je suis derrière mon micro, mais je suis, comme on dit, en mou. Là. Ah, le chanceux. Ouais. Le Marie Céleste et les bateaux fantômes. Oui, écoute, c'est un sujet qui me fascine depuis très longtemps. Et le Marie Céleste, bien sûr, c'est le plus célèbre des bateaux fantômes. Et donc, c'est un brigantin. Hein, c'est un navire donc avec 2 mâts qui a été fabriqué au Canada, à Spencer Island, en Nouvelle-Écosse, et qu'on a retrouvé complètement abandonné en 1872 au large des îles Açores, donc au large de l'Espagne. Et aujourd'hui, donc, 150 ans après ces événements, on continue de s'interroger. Qu'est-ce que bien pu se produire? Pourquoi le navire a-t-il été abandonné? Parce que dans la petite capsule que j'ai préparée, tu vas voir que le navire, lorsqu'il a été retrouvé, les voiles étaient un peu déchirées, mais le navire était loin d'être sur le point de couler. Parce que très souvent, il faut le dire, hein, encore aujourd'hui, on en trouve des bateaux qui sont abandonnés de leur équipage. Et c'était vrai également au siècle dernier, il y a 2 siècles. Mais généralement, lorsqu'on trouvait des bateaux abandonnés, hein, je pense notamment dans les 30 dernières années du 19e siècle, c'est plus de 200 navires qui ont été retrouvés sans équipage. Et ça, c'est selon les chiffres statistiques de l'Institut hydrographique américain. Mais généralement, ces navires, lorsqu'ils sont retrouvés abandonnés, ce sont des navires qui étaient sur le point de couler. Donc, quelque part, à un moment donné, soit le navire avait frappé des récifs, il y avait une voie d'eau importante dans le navire, et là, les gens se sont dit, il va couler. Donc, on met les canaux de sauvetage à la mer, on s'éloigne du navire, et contre toute attente, le bateau n'a pas coulé. Là. Donc, continuer à dériver jusqu'à temps qu'il soit retrouvé. C'était généralement ça, c'était l'une des événements qui était le plus fréquent. Ou l'autre événement, on était en présence de petits équipages. Encore aujourd'hui, il n'est pas rare, par exemple, que les gardes-côtes vont retrouver, je sais pas, au large des Bahamas, un bateau abandonné. Mais très souvent, c'est des petits équipages. Hein, c'est 2 personnes, donc des plaisanciers qui sont allés avec leur bateau et qui sait, peut-être l'un d'eux a été victime de malaise, il est passé par-dessus bord. L'autre a voulu lui venir en aide, il a glissé, a tombé à l'eau lui aussi. Ils n'ont pas été capables de remonter à bord du bateau. Ils se sont noyés, le bateau a continué à dériver. Ou encore, sont allés faire une expédition de plongée sous-marine, tu connais bien. Et ils ont pu être attaqués par des requins ou quelque chose comme ça. Mais on parle toujours de très petits équipages, 2 ou 3 personnes, ou d'un bateau sur le point de sombrer. Ce qui n'était pas le cas du tout avec le Marie Céleste. Et qui plus est, on peut pas parler d'un acte de piraterie parce que le navire transportait une forte cargaison qui était évaluée à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Hein, c'était 37 000 $, je crois, à l'époque, en 1872. C'est une véritable fortune. Alors donc, sans plus tarder, voici l'énigme du Marie Céleste. Nous sommes au large des îles Açores, dans l'océan Atlantique, le 4 décembre 1872. Un dernier coup de rame et la chaloupe vient se glisser tout contre la coque du voilier, dont les marins peuvent maintenant lire le nom peint en blanc. Mary Celeste. Malgré que la mer soit agitée, 2 des 3 canotiers, Olivier Deveau et John Wright, n'ont aucune peine à monter à son bord. Ils sont aussitôt pris d'un malaise. Il y a quelque chose d'anormal ici. Est-ce ce silence de mort ou l'état de délabrement du navire qui inquiète? Il est vrai que les marins sont des gens superstitieux, mais quand même. Lentement, comme s'ils craignaient de voir surgir une épouvantable menace, les hommes entreprennent d'explorer le brigantin.
Eh oh! Eh oh! Lance de veau les mains en porte-voix. Rien. Pour toute réponse, le marin n'entend que le craquement des gréements et les voiles, en partie déployées, qui battent sous la brise légère. Après avoir inspecté le pont principal, les hommes se glissent dans le ventre de la bête. Tout est saturé d'eau, des vêtements rangés dans les malles au matelas et à la literie. Dans les coursives, les portes des cabines restées ouvertes battent au rythme du navire qui tangue et les entreponts sont plongés dans l'obscurité. Après avoir fait le tour du navire et visité une à une toutes les cabines, les deux marins doivent se rendre à l'évidence. Il n'y a plus personne à bord du Mary Celeste. Je pense qu'il vaudrait mieux retourner sur le Dei Gracia, laisse tomber le jeune John Wright, comme s'il pensait à haute voix. C'est vrai que les marins sont des gens superstitieux, mais le Mary Celeste lui donne des frissons. Pourquoi l'équipage a-t-il disparu? Pourquoi a-t-il abandonné le navire? Pourquoi le Mary Celeste? Le 4 décembre 1872, à quelques 1000 kilomètres des côtes espagnoles, un 3-mâts barque battant pavillon canadien, le Dei Gracia, croise le Mary Celeste, un navire de 32 mètres de long, commandé par un certain Benjamin Spooner Briggs. Vu du Dei Gracia, le Mary Celeste semble en piteux état. Son clin-foc et sa voile du mât de misaine, du moins ce qu'il en reste, sont déployés et pendent accrochés à leur gréement. Sur le pont, il n'y a personne. Le navire paraît abandonné. Le Mary Celeste n'en est pas à son premier incident inusité. Achevé en 1861 au chantier naval de Spencer Island, dans la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse, le navire a d'abord été baptisé Amazon. C'était originalement un modeste brigantin de 30 mètres de long et d'un tonnage de 198 tonnes. Lors de son voyage inaugural de Spencer Island à Windsor, en Nouvelle-Écosse, son capitaine, Robert McClellan, est mort d'une fièvre galopante, un mauvais présage. Quelques mois plus tard, l'Amazon a heurté un barrage sur les côtes du Maine où il a failli sombrer. Ramené à Spencer Island pour y être réparé, le navire a lourdement été endommagé par un incendie allumé par accident. Remis en service, l'Amazon a éperonné un autre navire dans le détroit de Dover qui relie le canal anglais à la mer du Nord. En 1867, il s'est échoué sur des rochers au large du Cap Breton. On l'a remis à flot et conduit de nouveau à Spencer Island où il a été entièrement restauré. Sa longueur a été portée à 31 mètres et son tonnage à 282 tonnes. Durant toutes ces pérégrinations, le navire, rebaptisé Mary Celeste, a changé de propriétaire à maintes reprises. Lorsque le Dei Gracia le croise en cet après-midi du 4 décembre 1872, il est la propriété de la James H. Winchester & Company de New York, une petite entreprise de transport